amis modélistes, bonjour. Avec cette vidéo, je vous propose de découvrir le réseau de l'USI dans tous ses détails. On va évoquer la conception, le plan, la construction, et puis à l'occasion des très nombreux chantiers que j'ai entrepris après coup pour améliorer le réseau, je reviendrai sur quelques trucs de modéliste qui pourront peut-être vous être utiles. Et puis enfin, je vous parlerai alimentation informatique avec quelques exemples d'exploitation. Bienvenue au grenier, bienvenue à l'USI. Alors c'est peu de dire que je suis un modéliste heureux car je bénéficie de la totalité de notre grenier pour le réseau, c'est-à-dire quand même 53 mètres carrés. Le plan de base du réseau de l'USI est dit en os de chien. C'est-à-dire que la diaphyse de cette os correspond à la gare et à la zone consacrée au décor, alors que les épiphyses de l'os figurent les coulisses non décorées où la voie effectue une boucle de retournement et qui comporteront les gares cachées. Ces gares cachées sont essentielles dans le fonctionnement du réseau et constituent une sorte d'ailleurs où seront stockées les rames qui ont quitté la gare. Alors un train qui part vers une coulisse va en revenir en toute logique, et ceci dans les deux directions. Alors réseau en os de chien, oui, mais réseau tour de pièce aussi pour bénéficier des plus grandes courbes possibles et se situer vraiment à l'intérieur du réseau. Mais on voit tout de suite que les gares cachées et les boucles de retournement se superposent. Il va y avoir un problème. La seule solution pour le régler, ça va être de faire un réseau à plusieurs étages et de décaler les gares par rapport à la voie décorée. On va donc installer ces coulisses au niveau inférieur, comportant un maximum de voies dans ces gares cachées. Et pour relier ce niveau inférieur avec le niveau principal qui supportera le décor, la meilleure solution, c'est l'hélice de communication. Elle relie le niveau inférieur, mais rien n'empêche de lui greffer une voie vers le haut, en créant ainsi un troisième niveau de notre réseau à étages. C'est ce que j'ai fait avec la petite voie unique vers la gare en impasse de Maraudieu. Et le fait de multiplier les niveaux augmente les possibilités de décor et d'exploitation pour une surface somme toute identique. Oui, mais relier 3 niveaux avec une seule hélice n'est pas si simple. Alors voilà comment j'ai résolu le problème. Au départ de la gare, côté droit, la voie bleue entre directement dans l'hélice, fait le tour de la pièce, accède à la gare cachée et remonte par le même chemin. Du côté gauche, c'est plus compliqué. La voie rouge commence par un tour de pièce en perdant 10 cm d'altitude pour attaquer l'hélice un tour plus bas en se plaçant en dehors des voies bleues. Elle fait le tour de pièce et arrive à la deuxième gare cachée. Une boucle de retournement placée à l'intérieur de l'hélice permet d'éviter d'avoir à croiser les voies bleues pour le retour qui va se faire par le même chemin. Et voilà le plan définitif avec la gare de Maraudieu au 3e niveau, les gares cachées de Lyon et Avignon et celle de Courtenay qui est dans la pièce de l'hélice. Il nous reste à placer l'USI dans une situation géographique parfaitement imaginaire entre Lyon et Avignon sur une double voie qui serait plus ou moins parallèle à l'axe PLM. Et c'est parti pour la construction. Alors le réseau repose sur une infrastructure en cornière métallique. C'est léger, solide, modulable et très peu encombrant. Les plateformes de voie et les panneaux de gare sont en contreplaqué de 10 mm. La voie PECO code 75 est collée sur une semelle en d'éperon isolant léger en 3 mm sur l'ensemble du réseau. L'hélice, donc unique de communication, fait 2,40 m de diamètre avec un pas de 10 cm. Il faut donc 4 tours pour passer d'un niveau à l'autre qui sont séparés de 40 cm. Le bâti est en cornière et la structure réglable montée sur des tiges filetées de 6. Le rayon minimum de cette hélice est de 1 m, ce qui donne donc une pente maximum de 16 pour 1000. Et en bas de l'hélice, on voit la raquette de retour de la gare de Lyon en courbe un peu plus serrée en 750 mm.
Avec un réseau tour de pièces, évidemment l'accès va cisailler les voies. Alors la meilleure solution consiste à installer des passerelles. Il en faut bien entendu autant qu'il y a de niveaux. Une bonne passerelle doit être simple et fiable à manœuvrer car on le fait bien souvent. Et puis, un contact coupe l'alimentation en position relevée, c'est absolument vital. Alors voilà le plan général des voies de la gare de Lusy, située donc sur une double voie non électrifiée avec la direction Lyon côté nord vers la gauche et la direction Avignon côté sud vers la droite et qui comporte également le départ de la voie unique vers Marodieu. La gare comporte 5 voies principales A à D ainsi que la voie Z en impasse côté Lyon. Seule la voie A est banalisée, autorisant le départ et l'arrivée vers la voie unique. Les voies de service se répartissent en 3 secteurs. Alors, les voies 5 à 15 desservent les emprises de la gare marchandises, ainsi que les embranchements de la coopérative agricole et de l'usine d'aliments pour bétail Minéral 152. La voie 17, deuxième partie, qui sert de tiroir juste devant le poste 1 et qui dessert également l'usine métallurgique. Et enfin, le tiroir voie 6 avec les voies 8 à 10 de remisage à côté de l'entrée du dépôt. Quelques précisions sur les équipements des quais de la gare. Les passages souterrains sont des kits décapodes en laiton qui sont donc installés à travers des orifices creusés perforés dans la plateforme de la gare. Les abris, eux, sont une construction intégrale en carte plastique. Je me suis inspiré de ceux de la gare de Bellegarde en Savoie. Au départ, la gare de Lusy ne comportait que 4 voies principales. J'ai décidé après coup de créer une 5e voie Z en impasse pour faciliter les relations autorail en direction de Lyon. Il a donc fallu supprimer le petit jardin de ville initial, changer une aiguille pour une traversée jonction double et bien sûr poser une nouvelle voie. J'ai l'habitude de coller la voie sur le support en d'éperon, de répartir ensuite le ballast à sec, de le mouiller abondamment à l'eau additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle et de le coller généreusement à la colle acrylique diluée. Les rails sont peints en rouille sombre très mat avant de passer un voile de patine brun sombre également à l'aérographe, ce qui permet d'uniformiser tout ça. Quelques vues de la voie unique menant vers Marodieu, établie en porte-à-faux, c'est le 3e niveau bien sûr. L'aménagement de la ferme Mur-Raveau est terminé et on assiste au passage d'un autorail omnibus pour Lusy. On voit le franchissement ici de la passerelle supérieure, les 2 autres étant relevées. Voyons maintenant le secteur de Marodieu. Alors, la gare initiale a été totalement reprise en 2021, comme d'ailleurs pas mal de secteurs de mon réseau. J'ai voulu améliorer le réalisme de la ville en augmentant la surface des emprises et surtout d'équiper la gare d'une bretelle pour pouvoir remettre en tête les machines. J'en ai profité pour créer une véritable halle marchandise qui est un kit bois modélisme. Une 5e voie de service a été rajoutée, en grande partie noyée, avec ici la reprise du sol à l'enduit teinté en gris. Le changement est assez radical et la rue des Taniera est devenue bien plus réaliste. Nous retrouvons notre X2000 VH qui revient de Lusy et passe devant les installations d'une laiterie industrielle. Alors, laissons l'autorail arriver à son terminus avant de revenir sur cette laiterie. La laiterie occupe un espace peu commode en triangle, en remplacement d'un ancien relais traction assez peu crédible. La structure est en carton
Les huisseries sont obtenues en papier fort par découpe numérique grâce à une machine silhouette portrait très commode. Après assemblage et patine, la batterie de camion Renault Galion peut enfin livrer ses bidons. Alors j'ai ajouté des petits accessoires amusants comme ce portail et ce taquet d'arrêt fonctionnel. Cette laiterie justifie évidemment un trafic régulier de wagons frigorifiques. Le Grand Viaduc surplombait autrefois une zone urbaine plutôt incongrue. Alors en 2018, j'ai décidé d'une action écologique visant à resituer la voie dans un site champêtre, le viaduc étant alors justifié par la présence d'un grand torrent. La proximité de la cloison limitant le réseau a imposé la création d'une falaise. Je l'ai réalisée en polystyrène extrudé qui est utilisé dans l'isolation des bâtiments. La coupe, le modelage sont très facilement effectués au cutter. J'ai ensuite recouvert le tout avec de la colle à carrelage qui est très adhérente et qui ne sèche pas trop vite. Et puis ensuite, les roches sont teintées par différents lavis de peinture acrylique diluée, noire, grise ou ocre. Le lit du torrent reçoit un peu de sable, des petites pierres, des rochers, puis il est peint en vert avant de recevoir la résine qui figurera les parties calmes de l'eau. Les chutes et les remous sont enfin figurés par des touches de médium transparent et des petits morceaux de filtre à hotte de cuisine. Désormais, le vert domine, sans parler de cette RGP bien sûr. Le secteur du pont du Sonant a lui aussi bénéficié d'une grande transformation en 2020 lors de l'installation sur le réseau d'un fond de décor photographique. Alors évidemment, c'est le genre de travaux qu'il aurait mieux valu réaliser en premier, mais bon. Le fond de décor améliore considérablement l'impression de profondeur du réseau et ça vaut vraiment la peine de l'installer. J'ai ensuite repris le relief, toujours en polystyrène extrudé, et planté de nombreux végétaux en essayant d'être proche de ceux de la photo du décor. Voilà l'aspect actuel de cette zone tranquille, juste troublée par le MGO de ce 2800. La ville de Luzy n'a pas échappé à la vague de transformation tous azimuts de l'année 2020, avec l'installation du fond de décor. Il faut dire que le quartier était plutôt tristounet. J'ai donc créé le quartier Saint-Jacques en mélangeant des kits modifiés avec des constructions personnelles, comme ce restaurant étoilé chez Septime. La rue entière est créée à l'établi sur sa structure carton de 2 mm du trottoir, et elle est ensuite collée à son emplacement définitif. Le vieux marché occupe le premier plan de la rue Sienko. Sur cette vue panoramique, on retrouve tout l'intérêt du fond de décor photographique qui donne toute sa profondeur au quartier. Le secteur du dépôt a subi de grosses transformations à son tour en 2021. En effet, j'avais besoin de créer 2 voies de remisage pour stocker mes rames voyageurs. Et je les ai donc installées autour du dépôt. Mais pour ça, il a fallu déplacer beaucoup de choses. Ainsi, l'huilerie, les bâtiments administratifs et les châteaux d'eau à l'entrée du dépôt ont laissé la place à 2 nouvelles voies. Le niveau du sol entre les voies est rehaussé par des plaques de carton de 2 mm. Ici, la voie qui va desservir les citernes à combustible est noyée dans le béton. Une simple bande de carton de 2 mm et 14 mm de large est collée entre les tire-fonds, puis mise en peinture et patinée. J'en ai profité pour installer le superbe kit PN Sud Modélisme. Allons découvrir le dépôt en suivant cette 63 000.
La voie d'accès au dépôt est parallèle aux voies principales vers Lyon. Le dépôt est à gauche, les voies de remisage à droite. Les commandes de ce dépôt sont intégralement manuelles. Alors les aiguilles sont manœuvrées par des tirettes. Le pont tournant est un modèle Roco assez ancien, à commande manuelle. Et les machines sont déplacées grâce à la commande à main LH101 de la centrale numérique Lens. On rentre l'adresse de l'engin et on le dirige et le contrôle avec la molette. Notre 63 000 va donc passer successivement devant le local de l'aiguilleur, le chef du dépôt, le transformateur électrique et un petit bâtiment de stockage un peu plus bas, les locaux syndicaux avec la station d'alimentation des diesels, puis la sablerie avec le portique de distribution du TIA pour les vapeurs. Et enfin, de l'autre côté du grill, on aperçoit les châteaux d'eau, le large chantier combustible, charbon et fioul, l'huilerie avec ses nombreux bidons et proche de la plaque, la lampisterie. Le dépôt comporte les 4 voies du centre autorail qui assurent la maintenance courante, tandis que la plaque dessert 5 voies extérieures ainsi que les 6 voies de la rotonde type G, qui est un modèle Région et compagnie. Et on termine la visite avec le foyer déroulant, ainsi que, juste à côté, l'indispensable bureau de la feuille, centre névralgique du dépôt qui organise et gère le roulement des machines et du personnel. Petit survol des voies de service avec à gauche du poste 1, côté Lyon, l'embranchement de la Société métallurgique de l'USI, la SML, fidèle client du rail depuis le début du XXe siècle, et d'ailleurs régulièrement modernisé comme nous le montre son architecture. Les emprises de la gare marchandise de l'USI s'étendent au pied du quartier Saint-Jacques et comprennent un chantier de conteneurs ainsi que des voies de débord, une halle à marchandises bien classique, ainsi que 2 embranchements particuliers, l'un pour les silos de la coopérative agricole et l'autre pour l'usine Minérale 152, qui est une dynamique société spécialisée dans les aliments pour bétail. Parlons maintenant contrôle et alimentation du réseau. Alors, l'USI est un réseau contrôlé par ordinateur, un PC classique relié à un large écran sur le poste de contrôle avec souris et clavier, et un deuxième écran décalé qui permet de bénéficier de nombreuses informations simultanément. Sur ce petit meuble se trouve le centre névralgique du réseau avec en bas les transfos d'alimentation, la centrale numérique Lens LZV200 avec son témoin vert d'interface intégré avec le PC par liaison USB. Cette centrale envoie les ordres aux nombreux décodeurs nécessaires, ceux des locomotives bien sûr, mais aussi ceux des aiguilles, des signaux, des accessoires. En dessous se trouve le booster qui s'est révélé nécessaire vu la taille du réseau. Sur la droite, les cartes RS8 qui renseignent sur l'occupation des cantons. Alors chaque carte a une adresse, ici 70, et offre 8 entrées de cantons numérotées de 1 à 8. Les aiguillages à moteur lent de la gare de l'USI sont commandés par des décodeurs CDF, tandis que les aiguilles Roco des coulisses sont actionnées par des ESU Switch Pilot. Ces décodeurs spécifiques d'origine CDF commandent les signaux lumineux du réseau. La signalisation est un domaine que j'ai essayé de développer le mieux possible à l'USI. Ainsi, la double voie est sous le contrôle d'un bloc automatique lumineux. On voit ici ce sémaphore qui passe au rouge au franchissement par ce long omnibus. Il affichera ensuite avertissement lorsque le canton aval sera libéré, puis à nouveau voie libre lorsque le suivant le sera à son tour. Un autre exemple avec ce carré violet type bas qui contrôle la sortie du tiroir de la voie 4 en direction du dépôt et qu'emprunte ce Y7100.
Tous les signaux lumineux du réseau sont de marque Decapod, c'est le cas de ce panneau type G qui présente ici avertissement et rappel de ralentissement pour une circulation qui est attendue voie Z. Alors j'ai ajouté une bande jaune lumineuse car la voie Z est une impasse courte. Le logiciel Train Controller gère le réseau. Il est donc installé sur le PC, puis longuement paramétré. C'est un assez long travail, mais le résultat est à la hauteur des efforts consentis. Alors voilà la fenêtre principale du logiciel que l'on appelle le TCO, tableau de contrôle optique. La totalité du réseau y est représentée sous forme de cantons, ces petits rectangles verts ou rouges, selon leur occupation. Les cantons sont reliés entre eux soit par des segments de voies, mais en réalité ils sont contigus, soit bien sûr par des aiguillages. On retrouve les voies concernant la gare de Lusy avec toutes les emprises, celles des gares cachées de Lyon et d'Avignon qui sont séparées sur le TCO mais en réalité côte à côte sous le plateau de la gare de Lusy. Les emprises de la gare de Marodieu au niveau 3 et celle de la gare cachée de Courtenay située dans la pièce où se trouve l'hélice. Alors chaque aiguillage est caractérisé par son adresse numérique, 2 ici pour une TJD, et sa vitesse de franchissement, tout particulièrement en position déviée. Pour chaque canton, on définit un indicateur de présence avec son adresse dans la carte RS8 correspondance, ici carte 70, entrée 1. Ces cartes RS8 fonctionnent par consommation de courant. On voit ici un Picasso qui entre voie D, qui apparaît immédiatement occupé sur le TCO. Mais pour les wagons et voitures non éclairés, il va falloir rendre leurs essieux faiblement conducteurs à l'aide d'un vernis résistif. Et du coup, sa présence est immédiatement détectée comme ce wagon sur ce canton C21. Pour chaque canton, on définit un marqueur d'arrêt et sa position par rapport à l'entrée du canton, et un marqueur de ralentissement. Ici, le train va ralentir sur 5 mètres après avoir parcouru 2,60 m de l'entrée du canton. Un exemple de conduite semi-automatique. L'autorail, qui est voie B, va être jumelé vers celui en attente voie C, en tirant sur le canton C21, puis en refoulant vers la voie B. L'appui successif sur les petits boutons définis pour chaque canton va déclencher le trajet, l'itinéraire se forme, le carré 108 passe à manœuvre et l'autorail démarre. Notre autorail s'arrête sur un marqueur d'arrêt spécifique aux manœuvres qu'on a défini dans ce canton, en pénétrant sur le canton 21 de 20 cm augmenté de sa propre longueur. On déclenche ensuite le trajet vers la voie C de la même façon. L'itinéraire s'établit, le carré violet 103 s'ouvre et l'autorail refoule. Le canton C21, puis les zones d'aiguille sont progressivement libérées. Le X2800 et sa remorque refoulent sur la voie C et s'immobilisent juste avant le contact avec la rame qui occupe déjà ce canton, grâce à un marqueur d'arrêt spécial dédié à la manœuvre. Voilà nos deux autorails désormais l'un derrière l'autre sur la même voie, mais ils sont toujours séparés, comme on le voit sur cette fenêtre de contrôle de trafic, par un petit triangle rouge. Pour réunir les deux rames, il suffit de cliquer ici sur le bouton « Joindre ». Hop! Le petit triangle disparaît, il n'y a désormais plus qu'une seule rame, et les deux autorails sont alors commandés comme une UM. C'est magique. Je vous propose de faire partir notre jumelage autorail sous contrôle automatique, le départ étant alors déclenché par le tableau horaire qui a été entré dans le logiciel. Voyons tout cela. Notre jumelage constitue le train 767, un autorail omnibus à destination d'Avignon. Inscrit sur le tableau horaire de la gare de Lusy,
Son départ est programmé à 10h33. C'est donc l'horloge interne de Train Controller qui va commander le départ de cette circulation. Alors, cette horloge est heureusement accélérée. Elle est accélérée 6 fois, c'est-à-dire qu'une heure à l'USI ne dure en fait que 10 minutes. J'ai lancé l'horloge, 10h32 à l'USI, 10h33, le trajet du 767 est lancé, le carré 205 passe à voie libre, et nous assistons au départ du jumelage en écoutant les deux moteurs Renault du 2400 et l'inimitable MGO du 2800 qui s'élancent. Notre 767 va occuper puis libérer les différents cantons de son parcours, comme on peut le surveiller sur le TCO. Notre jumelage arrive à son terminus, c'est la voie 10 de la gare cachée d'Avignon. Alors le train ralentit, puis stoppe bien gentiment sur le marqueur d'arrêt du canton. On voit que la gestion automatique des gares cachées par Train Controller est très appréciable. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette petite visite de l'USI. Et si, comme moi, vous aimez les diesels, alors écoutons pour finir le Pilstick V16 de cette 67400 qui démarre le rapide 505. À très bientôt, chers amis.